c'est la dernière conférence What's Up at Work et on termine sur la formation qu'on a décalée. Du coup, on arrive enfin à parler du sujet de la formation. Alors, il y a plein de choses sur la formation. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout traiter. L'idée, c'est qu'on regarde un peu tout ce qui s'est passé cette année et ce qui ressort le plus en ce moment. On va évidemment parler de cette fameuse réforme de la formation et faire un petit point sur tout ce qui s'est passé. C'est toujours très peu compréhensible, les réformes de la formation, donc on va essayer de clarifier ça au maximum. On va parler de MOOC. C'est pas si neuf les MOOC, mais en fait ça fonctionne encore. Il y a encore plein de mouvements autour des MOOC dans les entreprises. Et donc l'idée c'est un peu de vous montrer ce qui marche, ce qui s'y fait. On va parler de TripAdvisor de la formation et de toutes ces plateformes qui commencent à arriver et qui sont là pour vous aider à comparer la qualité des formations, à comparer, à trouver la meilleure formation quand vous êtes responsable formation dans cette jungle, sans avoir juste à taper sur Google. On va parler de Learning Community Manager, qui est un nouveau métier RH qui naît, un peu lié à ces MOOC, à toutes ces nouvelles formations digitales. De Learning Experience Platform, qui sont censés être les nouveaux LMS. Et puis vu que c'est la dernière session, on fera un tout petit bilan de l'année, on reparlera un peu des sujets dont on a parlé, et puis après je vous demanderai un peu votre avis sur quels sujets vous ont le plus intéressé, ceux que vous avez envie de creuser encore, ce genre de choses. Alors, la fameuse réforme de la formation, la loi Avenir Professionnel du 5 mars 2018. Alors, elle a amené plein de choses, entre autres la fameuse monétisation du CPF. Donc, vous l'avez vu, avant le CPF, avant avait un autre nom, après c'est passé au CPF, et là on est passé à un CPF monétisé, c'est-à-dire il n'est plus en heures, mais on voit des sous finalement. Chaque année, pour les salariés les plus qualifiés, ont 500 € par an, et les salariés les moins qualifiés ont 800 € par an, et ça se cumule chaque année jusqu'à 5 000 € pour les salariés les plus qualifiés, et jusqu'à 8 000 €. Donc c'est pareil que vos heures avant de DIF et vos heures de CPF qui se cumulaient jusqu'à un certain moment. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a plus pour les salariés les moins qualifiés? Quand on lit un peu la volonté du législateur, l'idée c'était de pouvoir faire en sorte que les salariés les moins qualifiés puissent le plus possible se rapprocher le plus vite possible des métiers plus cadres et plus avancés. Donc c'est pour ça qu'on leur donne plus de temps de formation, plus de sous de formation. Ce qui fait que, d'ailleurs il y a écrit conversation, c'est conversion, ce qui fait que vous aviez évidemment des heures avant qui ne disparaissent pas et qui sont converties depuis le 1er janvier 2019 à 15 € de l'heure. Voilà, ça fait on a un peu l'impression qu'on fait de la négo maintenant sur nos heures de CPF. Évidemment, du coup, vous avez des abondements possibles. Si vous n'avez pas assez dans votre CPF, il y a des abondements possibles par l'OPCO. Les OPCA disparaissent, on passe à des OPCO, c'est-à-dire qu'il y a moins d'organismes paritaires qui gèrent la formation et ils ont un O à la place du A maintenant. Et l'objectif, c'est en fait que finalement les grands groupes et les entreprises de plus de 50 salariés ne passent au fur et à mesure plus du tout par les OPCO et qu'ils se débrouillent eux-mêmes directement avec les organismes de formation, sauf pour des actions légales très importantes qui sont un peu financées par l'État, comme des grosses actions autour de la transformation digitale, autour de l'apprentissage, ce genre de choses. Là, il pourrait y avoir des choses avec l'OPCO, mais voilà, ce sera plus rare. Et évidemment, il y a un abondement possible de manière volontaire par l'employeur et il y a aussi un abondement possible par convention collective. Le CIF devient le CPF de transition professionnelle, il change de nom. Le fonctionnement ne change pas tant que ça, sauf que c'est une commission paritaire qui va décider, qui est chez les OPCO et qui va décider de l'attribution de ce CPF de transition professionnelle. Ce qui fait que si vous avez des dossiers de CIF en cours, essayez de les faire passer le plus vite possible parce que quand il y aura moins d'OPCO, ça va être très embouteillé pour faire passer ces fameux dossiers. Donc, ce que je vous disais, les OPCA sont morts, maintenant c'est les OPCO et ils sont passés au nombre de 11. Il y a le fameux TripAdvisor de la formation qui débarque. C'est une application CPF. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, CPF. Elle était censée arriver au printemps 2019. J'ai cherché, elle n'est toujours pas là. Mais printemps, c'est peut-être pas encore complètement la fin. Donc on y croit encore, on l'attend. L'objectif, c'est que n'importe quel salarié puisse voir ses droits, combien il lui reste de sous dans l'année à dépenser, puisse voir toutes les formations et s'y inscrire directement, sans payer, mais directement que ce soit relié à ses droits. Et aussi qu'il puisse avoir des commentaires sur les formations et choisir aussi en fonction des avis des autres. Okay, donc quand on y pense, c'est assez... Pourquoi pas, ça peut être intéressant pour les collaborateurs. C'est plus facile que quand ils devaient aller voir leur responsable formation et leur dire qu'est-ce qui est éligible au CPF, qu'est-ce que je peux faire passer au CPF, ce qui est compliqué pour tout le monde. Et il y a un conseil en évolution professionnelle qui arrive.
Le job de ce conseil en évolution professionnelle, c'est régional, c'est d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle. Et donc, il est censé accompagner avec de l'évaluation des compétences, la définition de projets professionnels, voilà, ce genre de choses. Et pour l'instant, ils ne sont pas mis en place encore, ces conseils, mais l'objectif, c'est que ce soit des opérateurs qui les prennent en charge, qui seront parfois des organismes de formation, par exemple. Il va y avoir des appels d'offres un peu partout sur ces sujets-là. Le CPF ne finance toujours que des formations certifiantes ? Que des formations certifiantes. Donc le plan de formation est toujours financé par tous, mais il est réservé, maintenant les grands groupes payent aussi, mais c'est plutôt réservé aux TPE, PME. Et donc les grands groupes, ils passeront plus par les OPCO, ce que je vous disais, sauf pour tout ce qui est apprentissage, contrat professionnel et les grandes actions. Donc l'idée, c'est un peu de libéraliser ce marché-là sans plus passer par les OPCA, les OPCO pour ces choses-là. On simplifie le paiement. Non, avant, il y avait 2 cotisations à payer à 2 endroits différents. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule cotisation, qui est la cotisation de formation professionnelle. Donc, il n'y a plus le 1% formation et la taxe d'apprentissage. Et c'est l'URSSAF qui collecte et France Compétences qui derrière redistribue aux OPCO et à la Caisse des dépôts. Donc, vous avez vu, il y a un nouvel organisme qui s'appelle France Compétences et qui est là, entre autres, pour redistribuer les sous des cotisations aux OPCO et à la Caisse des dépôts et des consignations. Voilà, ça ne s'appelle plus plan de formation maintenant, mais plan de développement des compétences. J'espère que vous avez tous changé vos noms de dossier, etc. Et donc, l'idée, en fait, dans tout ça, c'était quoi ? C'était surtout de supprimer les catégories un peu compliquées. Vous vous souvenez, à chaque fois qu'il fallait faire une action de formation, il fallait dire adaptation, évolution des compétences, il fallait choisir une catégorie. Là, l'objectif, c'est d'enlever ces catégories et de vous laisser les gérer comme vous voulez, en ayant tout de même l'obligation d'avoir quand même un plan pour l'année sur le développement des compétences. Ce qui est assez intéressant dans cette réforme, c'est surtout le côté innovation et digitalisation. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà lancé des MOOC en interne, mais c'était hyper compliqué pour le faire passer effectivement sur de la formation professionnelle avec les OPCA. Aujourd'hui, ça y est, dans la définition de la formation, on intègre les formats les plus innovants, on intègre les MOOC, on intègre le digital learning. Et aussi, on simplifie. L'idée, c'est d'intégrer tout ça et de simplifier l'accès à des formations, ce qui fait que des webinars, des lives, voilà, des cours, des choses à distance peuvent aussi être intégrés dans de la formation professionnelle et passer sur ces budgets-là aujourd'hui. Et du coup, France Compétences, qui redistribue les sous, est aussi là pour contrôler la qualité de ces formations-là. Voilà, on intègre tout et France Compétences est là pour contrôler. Le Datadoc reste, ne disparaît pas, il reste voilà, là pour certifier la qualité des formations. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Bon, on a un peu tout vu là-dessus, au moins vous avez une idée de où ça en est. Je pense que vous aviez déjà commencé à voir ce que c'était. Alors, les MOOC, les fameux MOOC, ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle, c'est pas nouveau du tout. Pour ceux je pense que tout le monde connaît les MOOC aujourd'hui, mais je vous en refais juste un mini point. Donc les MOOC, l'idée c'est d'avoir le fameux cours que vous avez eu à l'université, complètement en ligne, à distance. Ce qui fait que si c'est le même cours que vous avez à l'université, ça veut dire qu'il y a une date, le cours est de telle date à telle date. Vous avez toutes les semaines des nouveaux cours qui arrivent, ce qui fait qu'on vous met dans un rythme de cours, comme quand vous avez une formation présentielle. Vous avez une communauté à distance qui est votre classe, avec laquelle vous pouvez communiquer. Vous avez des lives avec le prof, auquel vous pouvez poser des questions. Et vous avez aussi de la notation par les pairs, parce qu'un prof ne peut pas corriger des millions de copies. Par contre, en fait, avec des études, on va le voir là avec une vidéo de Daphné Keller de Coursera, on s'est rendu compte qu'on était complètement capable de se noter et de savoir où on en était. Et donc, on était complètement capable de noter nos pairs. Alors les MOOC, du coup, je pense que, je ne sais pas si tout le monde a vu cette vidéo, mais ça vaut le coup qu'on la regarde. Ça, c'est Daphné Keller qui a créé Coursera. Coursera, c'était la première plateforme de MOOC au monde. Donc Coursera, c'est une plateforme qui a été créée par 2 professeurs de Stanford et qui raconte du coup pourquoi elle l'a créée et quel était l'intérêt. Alors. Like many of you, I'm one of the lucky people. I was born to a family where education was pervasive. I'm a third-generation PhD, a daughter of 2 academics. In my childhood, I played around in my father's university lab. So it was taken for granted that I attend some of the best universities, which in turn opened the door to a world of opportunity. Unfortunately, most of the people in the world are not so lucky. In some parts of the world, for example, South Africa, education is just not readily accessible.
In South Africa, the educational system was constructed in the days of apartheid for the white minority. And as a consequence, today there's just not enough spots for the many more people who want and deserve a high-quality education. That scarcity led to a crisis in January of this year at the University of Johannesburg. There were a handful of positions left open from the standard admissions process, and the night before they were supposed to open that for registration, thousands of people lined up outside the gate, in a line a mile long, hoping to be first in line to get one of those positions. When the gates opened, there was a stampede, and 20 people were injured, and 1 woman died. She was a mother who gave her life trying to get her son a chance at a better life. But even in parts of the world, like the United States, where education is available, it might not be within reach. There's been much discussed in the last few years about the rising costs of healthcare. What might not be quite as obvious to people is that during that same period, the costs of higher education tuition have been increasing at almost twice the rate, for a total of 559% since 1985. This makes education unaffordable for many people. Finally, even for those who do manage to get a higher education, the doors of opportunity might not open. Only a little over half of recent college graduates in the United States who get a higher education actually are working in jobs that require that education. This, of course, is not true for the students who graduate from the top institutions, but for many others, they do not get the value for their time and their effort. Tom Friedman, in his recent New York Times article, captured in a way that no one else could the spirit behind our effort. He said that big breakthroughs are what happens when what is suddenly possible meets what is desperately necessary. I've talked about what's desperately necessary. Let's talk about what's suddenly possible. What's suddenly possible was demonstrated by 3 big Stanford classes, each of which had an enrollment of 100,000 people or more. So to understand this, let's look at one of those classes, the machine learning class offered by my colleague and co-founder Andrew Ng. Andrew teaches one of the bigger Stanford classes. It's a machine learning class, and it has 400 people enrolled every time it's offered. When Andrew taught the machine learning class to the general public, it had 100,000 people registered. So to put that number in perspective, for Andrew to reach that same size audience by teaching a Stanford class, he would have to do that for 250 years. Of course, he'd get really bored. So, having seen the impact of this, Andrew and I decided that we needed to really try and scale this up to bring the best quality education to as many people as we could. So we formed Coursera, whose goal is to take the best courses from the best instructors at the best universities and provide it to everyone around the world for free. We currently have 43 courses on the platform from 4 universities across a range of disciplines, and let me show you a little bit of an overview of what that looks like. Welcome to Calculus. 50 million people are uninsured. Models help us design more effective institutions and policies. We get unbelievable segregation. So Bush imagined that in the future, you'd wear a camera right in the center of your head. Mills wants the student of sociology to develop the quality of mind. Hanging cable takes on the form of a hyperbolic cosine. For each pixel in the image, set the red to 0. Vaccine allowed us to eliminate poliovirus. Does Lufthansa serve breakfast in San Jose? Well, that sounds funny. So this is which coin you pick, and this is the 2 tosses. So in large-scale machine learning, we'd like to come up with computational... It turns out, maybe not surprisingly, that students like getting the best content from the best universities for free. Since we opened the website in February, we now have 640,000 students from 190 countries. We have 1.5 million enrollments, 6 million quizzes in the 15 classes that have launched so far have been submitted, and 14 million videos have been viewed. But it's not just about the numbers. It's also about the people. Whether it's Akash, who comes from a small town in India and would never have access, in this case, to a Stanford quality course and would never be able to afford it. Or Jenny, who is a single mother of 2 and wants to hone her skills so that she can go back and complete her master's degree. Or Ryan, who can't go to school because his immune-deficient daughter can't be risked to have germs come into the house, so he couldn't leave the house.
I'm really glad to say, recently we've been in correspondence with Ryan, that this story had a happy ending. Baby Shannon, you can see her on the left, is doing much better now, and Ryan got a job by taking some of our courses. So what made these courses so different? After all, online course content has been available for a while. What made it different is that this was a real course experience. It started on a given day, and then the students would watch videos on a weekly basis and do homework assignments. And these would be real homework assignments for a real grade, with a real deadline. You can see the deadlines in the usage graph. These are the spikes, showing that procrastination is a global phenomenon. At the end of the course, the students got a certificate. They could present that certificate to a prospective employer and get a better job, and we know many students who did. Some students took their certificate and presented this to an educational institution at which they were enrolled for actual college credit. So these students were really getting something meaningful for their investment of time and effort. Let's talk a little bit about some of the components that go into these courses. The first component is that when you move away from the constraints of a physical classroom and design content explicitly for an online format, you can break away from, for example, the monolithic one-hour lecture. You can break up the material, for example, into these short modular units of 8 to 12 minutes, each of which represents a coherent concept. Students can traverse this material in different ways depending on their background, their skills, or their interests. So for example, some students might benefit from a little bit of preparatory material that other students might already have. Other students might be interested in a particular enrichment topic that they want to pursue individually. So this format allows us to break away from the one-size-fits-all model of education and allow students to follow a much more personalized curriculum. Of course, we all know as educators that students don't learn by sitting and passively watching videos. Perhaps one of the biggest components of this effort is that we need to have students practice with the material and really in order to really understand it. There's been a range of studies that demonstrate the importance of this. This one that appeared in Science last year, for example, demonstrates that even simple retrieval practice, where students are just supposed to repeat what they already learned, gives considerably improved results on various achievement tests down the line than many other educational interventions. We've tried to build in retrieval practice into the platform as well as other forms of practice in many ways. For example, even our videos are not just videos. Every few minutes, the video pauses and the students get asked a question. Prospect theory, hyperbolic discounting, status quo bias, base rate bias, they're all well documented. So they're all well documented deviations from rational behavior. So here the video pauses and the student types in the answer into the box and submits. Obviously, they weren't paying attention. So they get to try again. And this time they got it right. There's an optional explanation if they want, and now the video moves on to the next part of the lecture. This is a kind of simple question that I, as an instructor, might ask in class. But when I ask that kind of a question in class, 80% of the students are still scribbling the last thing I said. 15% are zoned out on Facebook. And then there's a smarty pants in the front row who blurts out the answer before anyone else has had a chance to think about it. And I, as the instructor, am terribly gratified that somebody actually knew the answer. And so the lecture moves on before really most of the students have even noticed that a question had been asked. Here, every single student has to engage with the material. Now, of course, these simple retrieval questions are not the end of the story. One needs to build in much more meaningful practice questions. And one also needs to provide the students with feedback on those questions. Now, how do you grade the work of 100,000 students if you do not have 10,000 TAs? The answer is you need to use technology to do it for you. Now, fortunately, technology has come a long way, and we can now grade a range of interesting types of homework. In addition to multiple choice and the kinds of short answer questions that you saw in the video, we can also grade mathematical expressions as well as mathematical derivations. We can grade models, whether it's financial models in a business class or physical models in a science or engineering class. And we can grade some pretty sophisticated programming assignments. So let me show you one that's actually pretty simple, but fairly visual. This is from Stanford's Computer Science 101 class, and the student is supposed to color correct that blurry red image. They're typing their program into the browser, and you can see they didn't get it quite right. Lady Liberty is still seasick.
And so the student tries again, and now they got it right, and they're told that, and they can move on to the next assignment. This ability to interact actively with the material and be told when you're right or wrong is really essential to student learning. Now, of course, we cannot yet grade the range of work that one needs for all courses. Specifically, what's lacking is the kind of critical thinking work that is so essential in such disciplines as the humanities, the social sciences, business, and others. So we tried to convince, for example, some of our humanities faculty that multiple choice was not such a bad strategy. That didn't go over really well. So we had to come up with a different solution. And the solution we ended up using is peer grading. It turns out that previous studies show, like this one by Sadler and Good, that peer grading is a surprisingly effective strategy for providing reproducible grades. It was tried only in small classes, but there it showed, for example, that the student assigned grade on the y-axis are actually very well correlated with the teacher assigned grade on the x-axis. What's even more surprising is that self-grades, where the student grade their own work critically, so long as you incentivize them properly so they can't give themselves a perfect score, are actually even better correlated with the teacher grades. And so this is an effective strategy that can be used for grading at scale, and is also a useful learning strategy for the students because they actually learn from the experience. So we now have the largest peer grading pipeline ever devised, where tens of thousands of students are grading each other's work, and quite successfully, I have to say. But this is not just about students sitting alone in their living room working through problems. Around each one of our courses, a community of students had formed, a global community of people around a shared intellectual endeavor. What you see here is a self-generated map from students in our Princeton Sociology 101 course, where they have put themselves on a world map, and you can really see the global reach of this kind of effort. Students collaborated in these courses in a variety of different ways. First of all, there was a question and answer form, where students would pose questions and other students would answer those questions. And the really amazing thing is, because there were so many students, it means that even if a student posed the question at 3 o'clock in the morning, somewhere around the world, there would be somebody who was awake and working on the same problem. And so in many of our courses, the median response time for a question on the question and answer form was 22 minutes. Which is not a level of service that I have ever offered to my Stanford students. And you can see from the student testimonials that students actually find that because of this large online community, they got to interact with each other in many ways that were deeper than they did in the context of a physical classroom. Students also self-assembled, without any kind of intervention from us, into small study groups. Some of these were physical study groups along geographical constraints and met on a weekly basis to work through problem sets. This is the San Francisco study group, but there were ones all over the world. Others were virtual study groups, sometimes along language lines or along cultural lines. And at the bottom left there, you see our multicultural universal study group, where people explicitly wanted to connect with people from other cultures. There's some tremendous opportunities to be had from this kind of framework. The first is that it has the potential of giving us a completely unprecedented look into understanding human learning, because the data that we can collect here is unique. You can collect every click, every homework submission, every forum post from tens of thousands of students. So you can turn the study of human learning from the hypothesis-driven mode to the data-driven mode, a transformation that, for example, has revolutionized biology. You can use these data to understand fundamental questions, like what are good learning strategies that are effective versus ones that are not. And in the context of particular courses, you can ask questions like, what are some of the misconceptions that are more common, and how do we help students fix them? So here's an example of that, also from Andrew's machine learning class. This is a distribution of wrong answers to one of Andrew's assignments. The answers happen to be pairs of numbers, so you can draw them on this two-dimensional plot. Each of the little crosses that you see is a different wrong answer. The big cross at the top left is where 2,000 students gave the exact same wrong answer. Now, if 2 students in a class of 100 give the same wrong answer, you would never notice. But when 2,000 students give the same wrong answer, it's kind of hard to miss. So
So Andrew and his students went in, looked at some of those assignments, understood the root cause of the misconception, and then they produced a targeted error message that would be provided to every student whose answer fell into that bucket, which means that students who made that same mistake would now get personalized feedback telling them how to fix their misconception much more effectively. So this personalization is something that one can then build by having the virtue of large numbers. Personalization is perhaps one of the biggest opportunities here as well, because it provides us with the potential of solving a 30-year-old problem. Educational researcher Benjamin Bloom in 1984 posed what's called the 2 sigma problem, which he observed by studying 3 populations. The first is the population that's studied in a lecture-based classroom. The second is a population of students that studied using a standard lecture-based classroom, but with a mastery-based approach, so that students couldn't move on to the next topic before demonstrating mastery of the previous one. And finally, there was a population of students that were taught in a one-on-one instruction using a tutor. The mastery-based population is a full standard deviation, or sigma, in achievement scores better than the standard lecture-based class. And the individual tutoring gives you 2 sigma improvement in performance. To understand what that means, let's look at the lecture-based classroom. Let's pick the median performance as a threshold. So in the lecture-based class, half the students are above that level and half are below. In the individual tutoring instruction, 98% of the students are going to be above that threshold. Imagine if we could teach so that 98% of our students would be above average. Hence, the 2 sigma problem. Because we cannot afford, as a society, to provide every student with an individual human tutor. But maybe we can afford to provide each student with a computer or a smartphone. So the question is, how can we use technology to push from the left side of the graph, from the blue curve, to the right side with the green curve? Mastery is easy to achieve using a computer, because a computer doesn't get tired of showing you the same video 5 times. And it doesn't even get tired of grading the same work multiple times. We've seen that in many of the examples that I've shown you. And even personalization is something that we're starting to see the beginnings of, whether it's via the personalized trajectory through the curriculum or some of the personalized feedback that we've shown you. So the goal here is to try and push and see how far we can get towards the green curve. So if this is so great, are universities now obsolete? Well, Mark Twain certainly thought so. He said that college is a place where a professor's lecture notes go straight to a student's lecture notes without passing through the brains of either. I beg to differ with Mark Twain, though. I think what he was complaining about is not universities, but rather the lecture-based format that so many universities spend so much time on. So let's go back even further to Plutarch, who said that the mind is not a vessel that needs filling, but wood that needs igniting. And maybe we should spend less time at universities filling our students' minds with content by lecturing at them, and more time igniting their creativity, their imagination, and their problem-solving skills by actually talking with them. So how do we do that? We do that by doing active learning in the classroom. So there's been many studies, including this one, that show that if you use active learning, interacting with your students in the classroom, performance improves on every single metric, on attendance, on engagement, and on learning as measured by a standardized test. You can see, for example, that the achievement score almost doubles in this particular experiment. So maybe this is how we should spend our time at universities. So to summarize, if we could offer a top quality education to everyone around the world for free, what would that do? 3 things. First, it would establish education as a fundamental human right, where anyone around the world with the ability and the motivation could get the skills that they need to make a better life for themselves, their families, and their communities. Second, it would enable lifelong learning. It's a shame that for so many people, learning stops when we finish high school or when we finish college. By having this amazing content be available, we would be able to learn something new every time we wanted, whether it's just to expand our minds or to change our lives. And finally, this would enable a wave of innovation, because amazing talent can be found anywhere. Maybe the next Albert Einstein or the next Steve Jobs is living somewhere in a remote village in Africa. And if we could offer that person an education, they would be able to come up with the next big idea and make the world a better place for all of us. Thank you very much.
Donc Coursera, ça a été lancé en 2012, ça a commencé à dater. Maintenant, c'était ça le lancement des premiers MOOC dans le monde. Et peu à peu, les MOOC ont commencé à débarquer en entreprise. Peu à peu, il y a eu des plateformes de MOOC qui ont commencé à débarquer. Aujourd'hui, il y en a plein sur le marché, je vous en ai mis quelques-unes. Il y a évidemment Coursera. Coursera, leur motto, c'est de dire on veut que des cours des meilleures universités partout dans le monde. Il y a des cours dans plein de langues différentes, pas seulement en anglais, il y en a en français, et la majorité sont quand même en anglais. Voilà. Et vous pouvez avoir un diplôme de Coursera à la fin. Donc imaginons que vous faites un cours de Stanford par exemple, à la fin vous avez un certificat de l'université Stanford et qui sont aujourd'hui, ils ont fait un lien avec LinkedIn et que vous pouvez aujourd'hui publier sur LinkedIn comme un diplôme de n'importe quelle université. En France, on n'est pas encore, d'ailleurs on en parlait au moment où c'est arrivé en 2012, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à se dire que ça pourrait servir pour le CV, pour trouver des emplois. En France, on n'en est encore pas là, mais aux États-Unis par exemple, ça commence à se faire, de mettre en avant des MOOC sur son CV. Et encore, moi par contre je le vois beaucoup en recrutement, comme par exemple quand on va recruter quelqu'un qui est spécialisé en référencement web, on va aller regarder souvent s'il a des certifications Google, des choses comme ça. Et donc peu à peu ça commence à arriver, ces certifications un peu web sur le CV. Il y a d'autres plateformes comme Udemy. Udemy, eux, ils ont généralisé le cours, c'est presque gratuit Udemy. Il y a des cours gratuits, il y a des cours à 10 €. Ça peut aller plus cher, mais vous avez plein de cours à 10 € sur tout et n'importe quoi. Mais Udemy, c'est plutôt une place de marché. Vous pouvez aller, et donc tout le monde peut aller mettre son MOOC. Eux, là, il n'y a pas de sélection du cours. Ils vous accompagnent juste avec leurs outils, mais n'importe qui peut aller mettre son MOOC et n'importe qui peut aller choisir son MOOC. Ce qui fait que si vous y allez, vous allez vous retrouver avec une centaine de cours de partout, dont certains très bons et certains beaucoup moins bons. Il y a évidemment France Université Numérique qui a été lancée par la France, qui est une plateforme qui au début n'était pas incroyable niveau qualité technique, avait pas mal de bugs, mais aujourd'hui il y a beaucoup de cours intéressants sur France Université Numérique. Il y a Youno dont vous avez peut-être entendu parler sur les SPOC. Donc Youno, voilà, aujourd'hui, eux, ça c'est un des organismes, et donc Youno est organisme de formation, ça c'est un des organismes de formation, c'est un des premiers qui ne fait que de la formation en MOOC, en SPOC, et qui sont allés à fond. Eux, voilà, pour eux, justement, cette réforme a été très intéressante parce que c'est allé dans le sens de l'évolution de leur entreprise, de pouvoir faire passer tous ces formats sur de la vraie formation. Et Youno, ils se sont vraiment spécialisés dans ce format de MOOC en interne pour les entreprises avec des groupes ou en inter ou en intra, de la même manière que sur du présentiel, tout en appuyant à fond sur l'humain et à fond sur le groupe pour faire en sorte de vraiment bien répondre aux besoins. Il y a la Khan Academy, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de la Khan Academy, c'est quelqu'un qui s'appelle Salman Khan qui a créé ça, qui est un Américain. Il a un TED Talk que je vous invite à aller voir, qui est super, où il raconte qu'en fait c'était sa nièce qui était à l'autre bout des États-Unis, qui lui a demandé de l'aide en maths, et avec le téléphone, il avait du mal à finalement pouvoir lui expliquer. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est filmé avec une petite vidéo en lui faisant, et avec son stylo, il écrit des choses pour lui schématiser l'explication en maths. En le faisant de manière un peu plus simple parce que c'était une petite fille de 8 ou 10 ans. Et il a mis ensuite sa vidéo sur YouTube, et quand il l'a mis sur YouTube, sa vidéo a cartonné et tout le monde l'a partagée parce qu'ils ont dit c'est super simple d'expliquer les maths à mes enfants de cette manière-là. Et aujourd'hui, Khan Academy, c'est une plateforme où il y a des cours je crois que ça commence même à 1 ou 2 ans pour la base de compter, des choses comme ça. Et donc c'est que des vidéos et vous ne voyez pas une personne, mais vous voyez une personne qui écrit avec des schémas, des choses comme ça. Et il y a peut-être même des petits jeux pour enfants pour leur apprendre à compter, pour leur apprendre les maths. Et le niveau va jusqu'à la fin du lycée, je crois. Donc vous vous souvenez, on avait vu que les MOOC arrivaient en entreprise, on avait vu que les MOOC arrivaient pour recruter chez Eurotunnel, chez SNCF, on l'avait vu dans la session sur le recrutement, donc notamment pour finalement gagner du temps dans des métiers où quand on arrive dans l'entreprise, il y a beaucoup de temps de formation, comme les conducteurs de train qui avaient avant 1 à 2 ans de formation en arrivant dans l'entreprise. Là, l'idée, c'est de les former en amont. Évidemment, ce n'est pas le tout de la formation, mais du coup, une partie de la formation est dispensée en amont, et ça permet aussi de présélectionner des candidats qui sont vraiment intéressés. Il y a eu des essais dans plein d'entreprises pour tenter de recruter des talents un peu internationaux, de lancer des MOOC
quand c'est des MOOC un peu sponsorisés par une entreprise, donc c'est une entreprise qui raconte ce sur quoi elle est spécialiste, donc par exemple Saint-Gobain qui parle du verre et de comment ça fonctionne, voilà, des choses comme ça. Et il y a des entreprises qui ont tenté de recruter comme ça. C'est des choses que j'ai vues, mais j'ai pas entendu beaucoup de retours sur le fait que ça ait marché ou pas. Je suis pas sûre que ça ait fonctionné finalement. Évidemment, le MOOC aujourd'hui sert pour former une entreprise et ça s'appelle des SPOC. Donc MOOC c'est Massive Open Online Courses et SPOC c'est Small Private Online Courses. Donc c'est la même idée, on utilise les mêmes outils, sauf qu'on le fait dans une classe fermée et que du coup, voilà, imaginons que vous voulez le faire qu'avec l'équipe RH du CNES, et vous pouvez échanger entre vous, entre équipes RH du CNES. Pourquoi les entreprises ont commencé à demander ça ? C'est quand ils voulaient par exemple former leurs collaborateurs sur certaines choses et en profiter pour créer un espace de discussion sur des pratiques internes sans pour autant que ça soit exposé à l'extérieur. Moi quand j'étais, donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi j'ai travaillé chez Canal+ en RH et quand j'étais chez Canal+, on a lancé les MOOC au moment où ça a commencé à arriver, au moment de cette fameuse vidéo de Daphne Keller, on a entendu parler des MOOC et ça a commencé seulement. Et il y avait à ce moment-là une fête de la musique chez Canal qui avait été faite par les salariés. C'était assez sympa. Et en fait, on s'est rendu compte avec cette fête de la musique qu'il y avait des groupes de salariés qui étaient passionnés par la musique, hyper intéressés et qui avaient une culture assez impressionnante du sujet. Et on a vu que sur Coursera, il y avait un MOOC sur l'histoire du rock. Et on s'est dit, on va tenter de mobiliser cette communauté qui a l'air, qui avait envie de se parler de ce sujet-là et de leur proposer un nouveau format de formation qu'on n'avait jamais fait. Et on l'a fait, et comme on ne savait pas trop comment ça marchait, on s'est dit, soyons honnêtes avec eux. Et donc on a réuni ces gens-là en leur disant, on lance un MOOC, voilà comment ça marche. Venez, on se retrouve autour d'un café un matin. On a regardé la vidéo de Daphne Keller ensemble et on leur a dit, voilà comment ça marche, inscrivez-vous ici. On leur a montré comment ça marchait. Et moi, je leur ai dit, voilà, moi, à partir de maintenant, je serai votre référente pour la formation. Donc si vous avez des questions, vous m'appelez. Si vous avez envie qu'on se réunisse, on s'appelle. Si vous avez besoin d'être motivé, vous m'appelez, on se fera des rendez-vous pour le faire ensemble. On n'avait pas donné de règles sur le faire en dehors du temps de travail, pendant le temps de travail. On ne savait pas et on n'avait pas envie de se poser la question honnêtement. Donc on s'est dit qu'on allait les laisser se débrouiller. Et il y avait sur ça, quand on a lancé cette promotion, il y a eu une centaine d'inscrits qui sont venus la première fois. Et on a eu à peu près, sur celui-là, on a eu 40% de personnes qui ont terminé le MOOC. Ce qui est assez énorme pour les MOOC parce que ça c'est un truc assez intéressant à savoir. C'est un peu moins vrai pour les SPOC qui sont faits sur mesure par UNO, des entreprises comme ça, mais les MOOC en général, les taux de personnes qui vont jusqu'au bout, c'est plutôt 15-20% maximum. Ce qui a été assez intéressant là-dessus, qu'est-ce que c'était ? C'est qu'on a créé une communauté d'apprenants qui pour autant étaient des gens qui ne se connaissaient pas. On a choisi des sujets. Donc on l'a fait une fois et après on a continué à le faire. On avait un MOOC par mois qui était lancé. Nous on sélectionnait les MOOC, soit sur des sujets sur lesquels on avait déjà eu des formations. Et l'idée c'était de leur dire vous n'avez pas eu de place pour cette formation-là, mais vous avez demandé, allez-y. Ou alors vous avez fait cette formation il y a 6 mois, venez aller encore plus loin en faisant ce MOOC-là avec nous. On le faisait aussi sur des sujets où on voulait qu'ils s'inspirent. Par exemple, c'était le début du design thinking dans les entreprises et donc on voulait qu'ils commencent à apprendre. Il y a eu un MOOC sur le design thinking, on leur a proposé. C'était chez Canal+, donc on avait aussi un MOOC, le transmédia, c'est un sujet pour la télé. Donc il y avait un MOOC à ce moment-là de FUN, France Université Numérique, on leur a proposé. Voilà, il y a eu beaucoup d'inscrits à chaque fois. À chaque fois, on faisait pareil, un rendez-vous physique pour se parler, se présenter. Après, on faisait de temps en temps des cafés entre la promo pour échanger. Il y avait des gens qui se retrouvaient pour parler du MOOC. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient. On avait des gens qui nous disaient « Oui, mais moi, le problème, c'est que j'arrive pas à relier ce que j'apprends à mon métier, à mon entreprise. C'est un peu loin de moi. » Et donc, ce qu'on a commencé à demander, c'est à des experts de l'entreprise de reprendre le sujet et de dire voilà ce que c'est chez nous. Donc, par exemple, sur le sujet du transmédia, on avait un expert du transmédia chez Canal et on lui a demandé de venir à la fin du MOOC. Donc, les gens avaient fait le MOOC et à la fin du MOOC, on a fait une session où il venait expliquer ce que c'était le transmédia chez Canal, qu'est-ce qu'on avait fait. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que je pense que vous le savez, mais les experts, c'est hyper difficile à former parce qu'ils sont experts par définition, donc ils n'ont pas besoin d'être formés. Mais en fait, comme on leur demandait de parler de ce MOOC et de parler de ce qui se faisait chez Canal, ils allaient faire le MOOC, eux, déjà, pour savoir ce que c'était avant de s'exprimer. Derrière, quand ils finissaient par expliquer ce qui se passait dans l'entreprise, les gens qui avaient fait le MOOC leur disaient « Ah bon, mais moi, dans le MOOC, j'ai vu qu'on avait fait ça, pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas ça aussi ?» Ce qui fait qu'on peut challenger un peu aussi ce qui se passe en interne.
voilà, la leçon qu'on a appris un peu de ça, donc ça, aujourd'hui ça fonctionne encore, hein, donc ça fait depuis 2012-2013 que ça fonctionne et il y a encore des MOOC régulièrement. La leçon qu'on a appris de ça, c'est que sans physique, ça ne fonctionne pas, sans communauté, ça ne fonctionne pas, et qu'il faut un Learning Community Manager dont on vous parlera, mais moi c'était ça mon rôle finalement, c'était de les appeler un peu, de leur demander comment ça se passait, où ils en étaient, est-ce que ça avançait bien, de créer une promo. À la fin, on avait toujours une photo de promo de tous les gens qui avaient fait le MOOC, et finalement les gens étaient assez fiers. Et au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont commencé à l'utiliser pour des mobilités internes. Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Bon bah, je veux faire tel job, donc je pense que je vais faire le MOOC gestion de projet et le MOOC anglais parce qu'il faudra que je parle anglais. Et puis ensuite, je le mettrai sur mon CV. » Et en interne, comme tout le monde savait que les MOOC étaient dans l'entreprise, c'était pas choquant de dire « Je fais un MOOC et donc je peux l'utiliser pour ma mobilité. » C'était rentré finalement dans le vocabulaire de l'entreprise. Donc le fameux Learning Community Manager, donc moi à l'époque où je l'ai fait, j'avais pas ce nom-là et on s'était pas posé la question de ce que ça allait donner. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui créent vraiment ce genre de profil, ce genre de poste. Donc le Learning Community Manager, il doit créer une communauté d'apprenants et l'animer. Il peut intervenir sur une formation à distance de longue durée ou bien après une formation présentielle pour apporter des compléments d'information et favoriser des échanges d'applications pratiques entre les stagiaires. Donc vous voyez, là c'est comme si à la fin de cette conférence, moi je vous envoyais un message pour vous dire, pour continuer à échanger avec vous dire voilà on peut échanger sur cette plateforme-là, vous dire regardez il y a telle et telle vidéo que vous pouvez aller voir, tel et tel sujet que vous pouvez aller voir. Et c'est cette personne-là qui va faire en sorte que les gens continuent à parler du sujet et à rester en veille dessus et continuent à utiliser la formation finalement qu'ils ont eue. Évidemment, il est né d'abord de la formation à distance pour créer quand même du lien entre les collaborateurs. Et aujourd'hui, ça s'applique même pour les formations présentielles. Donc voilà, j'en ai trouvé un sur LinkedIn qui s'appelle Nathan Boumadjer et qui est chez Groupe Atlantique. Et donc, je vous ai mis même le lien d'un petit podcast où il raconte son métier, vous pourrez aller l'écouter. D'ailleurs, les podcasts, très à la mode en ce moment, je pense que ça va débarquer en formation très bientôt. Du coup, oui, lui, son job, c'est ce qu'il dit, c'est nourrir la communauté d'apprenants et créer des événements physiques. Il fait des lives pour échanger sur les sujets. Et ce qu'il dit, c'est moi, je suis spécialiste de aucun sujet sur lequel on forme. En fait, je m'aide de la communauté de formateurs qui vont m'aider à trouver du contenu, à expliquer les bons contenus. Mais lui, il va être juste là pour animer la formation, faire de la promotion, faire du teasing pour les formations, comme si c'était un vrai événement. Et donc, ça vient tout simplement du job de community manager qui est là pour promouvoir un projet, une marque en externe. Et ben, c'est les mêmes choses, sauf que lui, quand il l'explique, il ne le fait pas sur Twitter, mais il le fait sur l'intranet, il le fait avec les outils internes de l'entreprise. Vous avez ce genre de profil au CNES ? Peut-être que vous le faites sans le nommer ? Non, mais c'est inspirant. Alors, l'autre sujet dont on doit parler, c'est le micro-learning, évidemment. Le micro-learning, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de se former avec des toutes petites capsules de vidéos de 1 à 2 minutes. Comment c'est né ? C'est né du fait que dans l'entreprise, on a beaucoup de gens en interne qui ont des connaissances. Et vous savez, historiquement, c'est des choses, pour ces gens-là, on leur demandait de faire du tutorat. Donc des entreprises comme Thales, par exemple, demandent à des salariés qui sont là depuis très longtemps et qui connaissent très bien techniquement certains projets, de faire du tutorat pour de nouveaux arrivants et leur expliquer avant de partir à la retraite et que ça ne se perde pas dans l'entreprise. Bon, le micro-learning, c'est un peu venu de ces choses-là et du fait qu'on a des connaissances en interne et que les collaborateurs peuvent partager rapidement. Et parfois, ils le font de manière officieuse. Là, on leur demande de faire une petite vidéo, un petit tuto de quelques minutes pour expliquer ce qu'ils savent faire et le partager. Et aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui vous permettent de partager ça. AirTeach, par exemple, qui est une de ces plateformes-là. Et donc, c'est venu du mouvement, je pense que vous ne voyez pas ce qui est écrit, ATAWAD. Donc, ATAWAD, c'est quoi ? Anytime, Anywhere, Any Device. Donc, c'est le nouveau mouvement en formation avec lequel est né justement le digital learning. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, en fait, vous pouvez travailler de partout maintenant avec n'importe quel outil. Vous pouvez même travailler avec votre téléphone. C'est un peu plus compliqué d'envoyer des mails, mais en fait, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et donc, le micro-learning est là pour exploiter au mieux les temps morts des salariés pour les former. Ça veut dire que quand vous avez une vidéo de 1 minute en micro-learning, et si vous faites la queue pour la cantine et que vous êtes tout seul parce que voilà, et vous pouvez regarder une petite capsule de micro-learning d'1 minute. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce mobile pour former et passer de l'information tout le temps. Merrill Lynch, par exemple, qui est une grosse banque américaine, eux, ils l'ont fait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ?
ils avaient tous les collaborateurs avaient un smartphone quoi qu'il arrive, le même. Donc ils savaient que techniquement ils auraient les mêmes résultats. Donc ils ont fait une formation mobile learning, une expérimentation de 2 mois partout dans le monde. Ça veut dire que partout dans le monde, tout le monde a reçu exactement au même moment la même formation. Alors les 99%, 100%, oui, c'est leur chiffre. On ne sait pas de quelle manière c'est exagéré, mais en tout cas, voilà, les collaborateurs étaient contents du format, ont réussi à utiliser le format. Ils ont eu beaucoup de très bons taux de retour sur l'utilisation de la plateforme et il y a eu beaucoup de demandes de recommencer ce type de formation. Donc, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est quoi? C'est que quand vous êtes une entreprise internationale, même quand vous êtes une entreprise française, mais que vous avez, que vous êtes à Toulouse par exemple et à Paris, vous pouvez former tout le monde au même moment, sans que ce soit un obstacle finalement, le fait d'être en présentiel ou pas. Zappos, donc Zappos, on en avait parlé plusieurs fois. Zappos, c'est une entreprise hyper inspirante au niveau culture, au niveau expérience salariée. Eux, ils ont 2 choses. Ils ont YouLearn, donc ils forment presque pas en présentiel. Zappos, c'est assez intéressant. Ils ont une plateforme qui est tout simplement, comme dans beaucoup d'entreprises en France, il y a des cross-knowledge, des choses comme ça. Voilà, ils ont YouLearn où eux, ils vont aller récupérer du contenu de partout, de Coursera, mais aussi du contenu qu'ils ont payé, eux, qu'ils ont fait en interne, de formation. Et donc ça, c'est complètement en ligne. Et ils ont ce qu'on appelle des shadow sessions, c'est-à-dire que le principe chez Zappos, c'est de dire que n'importe qui peut changer de métier s'il veut. Et donc, vous pouvez aller demander à quelqu'un qui fait un autre métier de le shadower, donc d'être son ombre pendant quelques jours et d'aller découvrir comment il travaille et ce qu'il fait exactement pour comprendre si vous avez envie de vraiment évoluer dans ce métier-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Josh Bersin. Josh Bersin, c'est un des gros consultants de Deloitte qui a même monté à la fin un cabinet. C'est une référence un peu dans le monde des RH sur ce qu'il écrit. Il écrit souvent des articles hyper intéressants sur ce qui va arriver en RH et en général, il touche... c'est assez juste ce qu'il dit. Et donc Josh Bersin, il n'y a pas longtemps, il a écrit un article sur la différence entre les LMS, qu'on connaît tous, et les Learning Experience Platform, LXP, qui sont en train d'arriver. Et il va expliquer pourquoi est-ce que finalement ça va peu à peu, il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont changer. Donc qu'est-ce que c'est les LXP, les Learning Experience Platform? L'idée, c'est de vous aider à trouver votre contenu de l'entreprise, les formations qui ont été créées par l'entreprise en ligne, on parle sur des formations en ligne, de vous aider à les trouver plus facilement. Okay. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin parce qu'il y a des Learning Experience Platforms qui vont même vous aider à trouver tout le contenu intéressant pour vous partout sur le web, qui vont même en fait faire une sorte de Google of Learning. Et ce qui est assez dur à faire, parce que Google, c'était pas non plus facile à faire, je pense, quand ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, il y a aussi des Learning Experience Platforms qui travaillent sur ça, qui travaillent sur le fait d'agréger toutes les connaissances du monde et de les ouvrir aux salariés, et ensuite de les proposer au bon moment, de la bonne manière. Alors on va un peu regarder comment ça marche. Donc l'idée, c'est justement le Learning Experience Platform, donc ça c'est Josh Bersin en haut à droite. L'idée de ces Learning Experience Platform, c'est quoi? C'est de vous recommander du contenu de la bonne manière. Il y a plusieurs manières dont ils vous recommandent du contenu. La première manière, c'est basée sur vos compétences. Donc en fait, la plateforme utilise des modèles de compétences, des modèles de profil métier. Et voilà, vous lui dites que vous êtes en marketing. Ils utilisent des modèles, il y en a plein aujourd'hui, on en verra un de IBM qui a été fait par exemple. Et sur ce modèle-là, il va vous dire, voilà, vous êtes en marketing, une des choses que vous n'avez pas apprises par exemple, c'est le digital, il faut aller vers là. Et de là, on va vous proposer d'aller vers là. Donc ça, c'est une des manières dont on peut vous recommander du contenu. La deuxième manière, c'est par l'usage. C'est-à-dire qu'on voit que cette vidéo est top et qu'elle a été vue par plein de gens et qu'il y a eu des bons retours. Donc du coup, on vous dit que vous devriez aller la voir. Attention, ça par contre, c'est pas vraiment... Quand vous êtes en interne par exemple et que vous voulez faire de la formation personnalisée pour vos collaborateurs, c'est pas parce que la vidéo a été hyper vue pour les ingénieurs par exemple qu'elle va être intéressante aussi pour les RH. Donc c'est un peu moins personnalisé finalement sur leur job et sur leurs besoins à eux. Okay. Et ensuite, la dernière manière il y a d'autres manières, mais une des autres manières, c'est par l'intelligence artificielle. Et ça arrive, c'est assez impressionnant ce qui arrive aujourd'hui en formation sur l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'adaptative learning et de fait de recommander du contenu, mais ça va plus loin. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont capables de rentrer dans le contenu, d'essayer de les comprendre et de vous aider à créer
à créer des manières de mieux, à trouver les bons endroits dans ces contenus pour vous. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle peut par exemple aller lire une vidéo, vous lui dites que vous voulez apprendre telle chose à la fin de la vidéo et vous dire attention, c'est entre 1 minute et 1 minute 30 qu'il faut absolument que vous ayez vu, c'est là que vous devez vous concentrer. Et donc ça va aller assez loin. Une autre manière de vous recommander du contenu, c'est ce que je vous disais, c'était avec les business rules. Ça, c'est tout simplement parce que, par exemple, vous avez une nouvelle réforme légale et tous vos salariés doivent la connaître, et vous allez dire à vos salariés, regardez cette formation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, plus dans les LMS, c'est-à-dire qu'on met des mouvements, on fait de la transformation digitale dans l'entreprise, on a une nouvelle réforme, et donc on pousse les contenus plutôt de cette manière-là aujourd'hui dans les LMS. Donc quand je vous parlais de skill-based, donc c'est sur les compétences, IBM, vous savez, c'est les premiers à avoir créé une intelligence artificielle utilisée par les entreprises. Aujourd'hui, IBM Watson, ça coûte des millions à avoir cette licence, donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont pu se l'offrir. Mais eux, du coup, ils créent peu à peu des outils qui sont basés sur cette intelligence artificielle. Et donc ça, par exemple, c'est le Talent Framework. Qu'est-ce que c'est ? Ils sont allés chercher plus de 3000 profils métiers et 2000 compétences qu'ils ont référencées un peu sur cette plateforme. Et l'IBM de Watson, qu'est-ce qu'elle va faire ? L'intelligence artificielle de Watson, elle va aller chercher d'autres métiers partout sur le web pour peu à peu enrichir cet outil et ramener d'autres métiers. Et une fois qu'on a en fait ce framework de métier, on peut faire plein de choses. Parce que de là, on peut dire, une fois que quelqu'un dit « je fais tel métier », ou alors tout simplement répond, donne les compétences qu'il a et les compétences qu'il aimerait avoir, on peut facilement lui proposer d'autres choses et lui montrer comment il va pouvoir évoluer dans ses futurs métiers. LinkedIn Learning, c'est une des plateformes de Learning Experience Platform qui est basée sur justement l'usage. Donc LinkedIn, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont racheté Lynda, qui était une plateforme de learning, qui était une plateforme en ligne où vous pouviez apprendre un peu tout et n'importe quoi et qui était très bien faite et surtout qui a un contenu assez énorme. Donc ils ont racheté Lynda il y a 2-3 ans, qui donc appartient aujourd'hui à LinkedIn, elle s'appelle LinkedIn Learning. Et eux, pour le coup, ils recommandent le contenu en fonction de la popularité. Voilà, Evoli, donc du coup, c'est la plateforme dont je vous parlais, qui analyse le contenu et qui essaie de répondre à la question suivante, qu'est-ce que cela essaye d'apprendre aux gens ? Donc en analysant ce contenu-là, donc, par exemple, c'est très utilisé à Wall Street. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle peut lire de la documentation sur de la cybersécurité, par exemple, et de là, elle va créer des formations, micro-learning et évaluation sur les procédures de sécurité de la banque et les proposer aux collaborateurs. Donc vous voyez quand même, ça veut dire que le formateur, il n'est pas en train de disparaître, mais ça va lui faciliter une partie de son travail quand c'est de la formation, par exemple, légale. Lui, il va venir amener seulement ses méthodes et toutes ces petites touches, ces manières d'apprendre lui, mais la base du contenu et de ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut ressortir, l'intelligence artificielle peut aujourd'hui le faire, synthétiser toutes ces choses-là. Voilà, et donc ça c'est ce que je vous disais sur Valamis. Valamis est utilisé par Boeing par exemple. Et là, Valamis peut revenir en arrière sur une partie de la vidéo pour vous montrer précisément quoi regarder basé sur les besoins de la formation. Et vous dire attention là, entre 1 minute et 1 minute 10, il faut être concentré, c'est là que vous avez besoin de regarder. C'est assez joli leur plateforme en plus. Les fameux... C'est clair pour vous sur ce que peut faire sur l'intelligence artificielle. Les fameux TripAdvisor des formations, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est un peu le même mouvement que l'application CPF qui est créée par le gouvernement et qui va arriver, on y croit, bientôt. Il y a eu plein de plateformes qui ont commencé à naître et d'ailleurs beaucoup qui ont disparu aujourd'hui. Comme à l'époque, il y a un moment, il y avait Born to Learn par exemple. Ces plateformes-là, elles font que référencer des formations à destination des responsables formation, les noter et finalement vous aider vous à naviguer un peu dans ce monde où il y a plein de formations aujourd'hui. Donc ça c'est SkillUp par exemple. SkillUp c'était une des premières plateformes à le faire et avant ils avaient leur contenu complètement ouvert. C'était complètement ouvert à l'extérieur en ligne. Aujourd'hui, SkillUp, ils ont un peu changé de stratégie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les TripAdvisor des formations. Ce qui vous donne d'abord un outil pour gérer vos formations, beaucoup plus simplement que les outils traditionnels. C'est assez impressionnant. Et ils vous donnent aussi cette plateforme, cette Learning Experience Platform, dans laquelle vous allez non seulement pouvoir mettre votre contenu à vous, mais vous allez aussi pouvoir donner accès à vos salariés à des formations de Coursera, à des formations d'Open Classrooms, d'un peu partout dans le monde, en vous aidant, en utilisant justement des technologies pour mieux vous recommander les formations.